Moi non plus, je ne trosse pas les stats. Je considère que les stats, c'est un langage, puis c'est pour ça que je me suis mis à l'étudier, puis qu'on ne peut pas juste le rejeter du revers de la main avec de contre-exemples de la vie de tous les jours. Je pense que la dimension du principe philosophique qu'il y a derrière, je pense qu'il faut le réfléchir. Et c'est pour ça que je fais mes propres chiffres, parce que je pense qu'il ne faut pas se laisser berner par les experts qui ont les chiffres entre les mains présentement. Et c'est un petit peu pour ça que je voulais vous présenter aussi le revers de la médaille. Puis je vous dis de ne pas me croire sur parole non plus. C'est une forme de langage au même niveau que la présentation qui a été faite par mon collègue. Au niveau philosophique, il y a quelque chose derrière, au niveau normatif, au niveau épistémologique. Donc, c'est une discipline des sciences sociales en soi, au même niveau que la philosophie. Donc, premier élément. Second élément, aussi, je vais être d'accord qu'il ne faut pas utiliser la force à l'intérieur du marché. Par contre, la conception que j'ai du marché est un petit peu différente, et en particulier au niveau de la relation de force. La relation de force, donc, la façon que tu l'as définie, je peux te tutoyer? Oui, c'est correct. Merci. La façon que tu l'as définie est une logique de contrainte. Et cette logique-là de contrainte, si on revient vraiment à des écrits de base des écrits de Marx, par exemple, dans lesquels on réfléchissait la dimension de la contrainte dans une relation de pouvoir qui était déjà préalablement établie dans la société. Donc, toute cette logique-là de marché n'est pas simplement basée sur une logique d'échange, comme qui a été présentée, mais il y a des relations de pouvoir initiales qui existent. Et ces relations de pouvoir-là sont souvent dues à des positions sociales, beaucoup plus qu'à des simples positions de revenus. Donc, le rapport à la propriété, comme qui a été souligné, est une forme qui permet aux gens qui la détiennent d'avoir une force de contrainte sur, par exemple, les travailleurs, sous une forme juridique. Donc, ce n'est pas juste l'État qui utilise la contrainte juridique, mais ceux qui sont dans la propriété qui obligent les personnes à travailler sont dans une contrainte de force par l'entremise juridique. Ensuite, toute la relation au libre marché. Il y a probablement quelque chose dans la définition que tu as oublié de mentionner et la dimension que tout le monde a une connaissance parfaite et à la fois de sa consommation future et de qu'est-ce que les gens peuvent lui apporter. Et le choix, dans les théories néolibérales, même dans les théories libérales qu'on voit chez Walras, par exemple, cette dimension-là de concurrence ne peut pas exister sans avoir une connaissance à tout moment. Et même Walras considérait que ça ne pouvait pas exister, puis il utilisait un idéal type avec le marché du grain en France. Donc, il y a déjà chez les fondateurs de ce principe-là, un problème. Donc, comment tu viens gérer ce problème-là sur la dimension d'une nécessité d'une concurrence parfaite dans le libre marché, mais qui devient équitable par l'entremise d'une connaissance parfaite. L'autre chose, revenir très rapidement, j'ai l'impression qu'il y a tu joues un petit peu entre société et marché, qui seraient la même chose. J'ai l'impression que tout n'est pas marché, que tout n'est pas société dans la façon que c'est présenté. Des fois, on parle de marché et des fois, on va parler de société, et qui a une dimension peut-être un petit peu plus large que la dimension de marché, en particulier aujourd'hui. Peut-être pas dans l'idéal que tu présentes, mais j'ai l'impression qu'il y a une différence entre les deux. Dernier élément, au niveau de la social-démocratie. Je suis un petit peu technique, mais j'ai l'impression que je vais juste mettre les concepts pour pouvoir qu'on puisse continuer le débat par la suite. J'ai l'impression aussi que tu fais la différence tu fais pas la différence entre social-démocratie et démocratie représentative. Il y a quelque chose, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer, tant à droite qu'à gauche, toute la présentation du lobbying, le fait de donner une souveraineté à des élus pendant 4 ans. Et ça, ce n'est pas de la social-démocratie. C'est une structure qui arrive bien avant la social-démocratie. C'est des structures, par exemple, de la base de la Constitution américaine, puis tout de suite après la Révolution française. Donc, il y a un historique beaucoup plus vieux que la simple social-démocratie. Et la social-démocratie, c'est mis dans la démocratie représentative. Et là,
a intégré les biais de la démocratie représentative. Donc, ce n'est pas la social-démocratie qui a un biais, ce serait, pour moi, la démocratie représentative. Une société où il n'y a pas de relation de pouvoir, je ne suis pas une personne non plus qui croit en la magie, là. La société, c'est sûr qu'elle a inclus des relations de pouvoir, ça, je suis d'accord avec ça, puis que l'utilisation des lois a pu donner une certaine forme au marché, au sens où les marchés tels qu'on les connaît dans notre société, ils ne sont pas simplement le fruit de la liberté des gens. Il y a des lois qui les ont influencés, ça, je suis d'accord avec ça. Mais mon point, c'est surtout de fixer dans quelle direction est-ce que la société devrait aller. Puis, la question, est-ce qu'il faut imposer plus les riches? Ça suggère qu'il faudrait aller dans une direction où il y aurait plus de contrôle, où il y aurait plus de contrôle sur la richesse. Puis ce que je suis en train de dire, surtout, c'est que la société devrait se diriger dans une direction de davantage de liberté. Ce qu'il faudrait chercher à faire, c'est à réduire au mieux qu'on peut ces relations-là de pouvoir, dans le fond. C'est pas non plus quelque chose d'entièrement utopique. C'est des choses aussi qui sont réelles. Il y a réellement des lieux dans la société où c'est pas la liberté parfaite, mais il y a plus de liberté. Quand je donnais les exemples d'où est-ce qu'on s'achète nos linges, où on s'achète des voitures, c'est pas la liberté parfaite. Mais mon point, c'est que c'est plus libre que dans le système politique qu'on a. Là, on pourrait appeler ça la social-démocratie ou la démocratie représentative. C'est sûr que moi, je n'accorde pas beaucoup d'importance à ces nuances-là parce que je suis contre la démocratie tout court. Quand je dis ça, c'est assez radical, mais je suis un anarchiste. Moi, selon moi, la société idéale, là, elle ne s'organiserait pas de cette manière-là. Elle ne mettrait pas en commun les décisions des gens. Pour moi, là, mettre en commun la décision des gens, quand tu parlais de connaissance parfaite, je ne crois pas que les échanges économiques sont une connaissance parfaite. Je pense que c'est très imparfait puis que des fois, on fait des erreurs quand on fait des échanges. La seule chose, c'est que je pense que les personnes les mieux placées pour apprendre de ces erreurs-là, c'est les gens qui ont fait les erreurs, c'est les gens qui ont fait les échanges. C'est eux qui sont mieux placés pour améliorer leurs échanges. Ce n'est pas une autorité centrale où ce que tout le monde a mis des décisions. C'est l'idée, dans le fond, d'organiser la société autour d'un centre décisionnel. C'est cette idée-là. Quand je parle d'anarchisme, c'est cette idée-là que je conteste. Puis il y a plein de manières que la société elle s'organise sans en appeler à des autorités centrales comme ça. Je veux dire, dans l'idéal, là, ça peut avoir l'air bizarre, là, mais dans l'idéal, là, pour moi, là, la police, là, ça serait des entreprises comme les autres, puis tu déciderais à quelle agence de police est-ce que tu décides de faire affaire pour être protégé. Puis eux autres, quand il y aurait des conflits entre eux autres, ils en appelleraient à des juges. Mais il n'y aurait pas de gouvernement qui déciderait ça. Ceux qui décideraient, ce seraient les choix. En fonction de quelle police tu décides de choisir, ça va déterminer les droits, dans le fond, qui vont être défendus. Dans l'idéal, c'est comme ça que ça marcherait. Mais je sais que c'est pas ça qu'on va réaliser. C'est juste que moi, c'est dans cette direction-là que j'irais. J'irais pas vers plus de contrôle, j'irais vers plus de liberté. Sinon, le point que tu avais mentionné autour de la notion de société et marché, c'est un point que je trouve très intéressant parce que je ne dirais pas que la société se réduit au marché. Par exemple, la famille, ce n'est pas une question de marché. L'amitié, ce n'est pas une question de marché. Le marché, ça influence surtout les gens qui ne se connaissent pas. Comment des gens qui ne se connaissent pas peuvent se coordonner ensemble? C'est surtout ça que les marchés s'occupent. Ça ne s'occupe pas de l'amitié ou de la famille ou de l'amour ou de ces choses-là. Sinon, le point que je pourrais dire par rapport à ça, c'est oui, la société n'est pas juste une question de marché. Le pouvoir peut faire partie de ça. Mais trop souvent, les gens qui sont en position de pouvoir, qui sont dans l'État, ils parlent comme si eux autres, ils représentaient la société. Selon moi, ces gens-là prennent trop de place. C'est important à un moment donné de prendre en compte que le fait que les marchés, ça fait partie de notre société. C'est pas comme quelque chose qui est à l'extérieur puis qui force les gens à faire des choses. Non, les marchés, c'est la somme de toutes nos décisions, de toutes les choses qu'on décide de vendre, d'acheter, comment qu'on les évalue, comment c'est important pour nous. C'est ça qui constitue les marchés. Okay. Merci. Je gère le temps. Est-ce que tu as des tours de réplique? En fait, moi aussi, j'ai des petites tendances anards, mais je suis pour la démocratie. Comme plusieurs anards, il y a quand même plusieurs spectres à l'intérieur de l'anarchisme, puis je pense que faut quand même faire une certaine nuance. Tout anarchiste n'est pas contre la démocratie, mais on est contre une forme de contrôle des institutions qui pose problème, dont l'État.
et la police en particulier, puis je suis pas sûr que j'ai envie vraiment de choisir qui va me taper sur la tête. Mais au-delà de la dimension des lois, il y a aussi à l'intérieur, bon, j'ai parlé des relations de pouvoir qui existaient à l'intérieur du marché, qui étaient souvent cautionnées par des lois, mais on n'a pas parlé beaucoup des normes qui existent. Et des normes qui génèrent qui sont pas générées par le marché, mais qui sont générées pour moi par la société, en particulier les relations genrées. On crée une relation... je ne sais pas si vous êtes familier avec ce qu'on appelle l'économie du care. C'est une économie, en fait, qui est souvent en parallèle avec le marché, parce qu'on ne lui donne pas une valeur d'échange. Puis, ce sont souvent les femmes qui vont prendre en charge ce qu'on va appeler l'économie du care, c'est-à-dire de s'occuper des personnes âgées, de s'occuper des personnes plus vulnérables. Et ça, c'est dû à des relations normées, comme quoi la femme devrait s'occuper les femmes, ou la femme, en tout cas, même pour eux, c'est la femme. Mais les femmes devraient s'occuper des personnes les plus démunies, devraient s'occuper des personnes âgées. Et quand l'État se retire de tout ça, ce qu'on se retrouve, c'est de se créer un double marché à l'intérieur. Si mettons, je réfléchis après avec les mêmes paramètres que tu nous as présentés, mais on vient à créer, non plus par la loi, mais par des normes, un double marché dans lequel il y aurait un échange et dans lequel il y aurait une relation de pouvoir genrée très importante, dans lequel il n'y aurait plus d'échange, mais simplement un fardeau d'un maintien d'une certaine stabilité sociale en dehors du marché. J'aimerais ça peut-être t'entendre un peu sur cette forme-là de réflexion, que le marché n'est pas juste un marché d'échange, mais aussi un marché de relations, qui n'est pas juste une relation d'échange. Moi, si dans une société, il y a ce type de relation-là, de caring que tu parles, pour moi, ça, c'est souhaitable. Ce n'est pas des relations de pouvoir. Le seul problème que j'aurais, par exemple, si je me comparais, mettons, avec des anarchistes de gauche, c'est que je ne crois pas réaliste de penser qu'on peut organiser l'ensemble de la société de cette façon-là, qu'on peut organiser, dans le fond, la société par des relations qui sont non monétaires, qui sont basées sur la compassion qu'on a les uns pour les autres. Oui, c'est important, mais ça ne va jamais être le principe d'organisation centrale d'une société. Donc, si vraiment on veut éliminer le pouvoir de l'État, je ne pense pas que c'est réaliste de s'appuyer sur ce type de relation-là. Ça, c'est la chose que je pourrais dire. Mais il y a un autre point sur lequel tu avais dit qui pouvait être intéressant aussi, c'est qu'il existe aussi des relations. C'est pas juste l'État c'est pas juste l'État qui est la relation de pouvoir dans la société. Il existe d'autres formes de relations de pouvoir. Le seul problème que j'aurais à ça, c'est qui est-ce qui est le mieux placé pour combattre ces relations de pouvoir-là? Est-ce que l'État est le mieux placé pour combattre la relation de pouvoir qu'il peut avoir dans les familles ou qu'il peut avoir entre les hommes et les femmes? Bien, je ne pourrais pas aller longuement là-dedans, mais je dirais simplement que je ne pense pas que l'État, dans le fond, c'est une organisation qui est efficace pour combattre ces structures de pouvoir-là. Je pense en fait qu'il faut que les personnes qui sont directement aux prises avec le problème se responsabilisent. Je ne dis pas que c'est une solution magique, mais je ne vois pas mieux. Je veux dire, je vois pas mieux. J'ai pas comme une solution magique par rapport à ça, mais je comprends le problème. Je suis sensible à ça. C'est juste que je trouve pas que l'État, c'est l'organisation dans la société qui est le mieux placée pour combattre ça. Okay. En guise de conclusion, c'est moi qui vais poser deux dernières questions. C'est la liberté de l'animateur. Deux questions différentes. Une question à Francis. On entend souvent dire, et Gabriel a insisté là-dessus, j'aimerais ça t'entendre, la non-efficacité des programmes sociaux, la non-efficacité de l'État, le fait que les programmes sociaux, les soins de santé, l'éducation, ça engendre une bureaucratie gigantesque qui devient non efficace, contre-productive. Les monopoles d'État, on connaît la critique d'Hayek à ce propos, les monopoles d'État deviennent contre-productifs, les bonnes intentions ne sont pas réalisées. Alors, j'aimerais ça t'entendre à ce propos. Qu'est-ce qu'il y en est des monopoles d'État? Qu'est-ce qu'il y en est des services publics qu'on se finance au Québec? Et la question pour Gabriel, à l'opposé, n'y a-t-il pas du côté de la libre entreprise
une violence extrêmement forte dont tu n'as pas tenu compte. Les débuts du capitalisme au 16e, 17e siècle, avec la conquête ici, fait en sorte que des entreprises vont chercher des esclaves noirs au Ghana, les amènent travailler dans les Caraïbes, les amènent travailler en Amérique du Sud. Ils font de l'argent avec ça en Angleterre. Aujourd'hui, le développement des marchés, où est-ce que la main-d'œuvre est bas marché, en Asie, en Chine. On paye les travailleurs extrêmement peu cher pour faire du profit avec des consommateurs en Occident. On en fait à des énormes entreprises, des conglomérats qui font des milliards, qui ont des milliards. Où est la libre concurrence entre nous et eux? Alors, réflexion sur la première question et ensuite sur la deuxième. Bien, je dirais qu'en ce qui concerne le monopole d'État, disons qu'on en a deux qui sont très importants au Québec. Il y a Hydro puis il y a la SAQ. L'impression que j'ai, c'est qu'ils ne veulent pas juste faire du profit à tout prix, ce qui serait comme le leitmotiv d'une entreprise privée. On a encore des prix de l'électricité qui sont beaucoup plus bas qu'à peu près partout. Ils pourraient être montés puis être encore extrêmement compétitifs. Et même chose avec la SAQ, là, ça a été démontré à plusieurs fois que c'est pas parce qu'on va magasiner en Alberta qu'on va payer notre vin moins cher, parce qu'il s'est privatisé. La dimension de la compétition n'a pas toujours l'impact qu'on pense. Et en Alberta, par exemple, ça a été une création d'oligopole plutôt que d'un monopole d'État. Puis le monopole d'État actuel au Québec permet justement d'avoir des prix moins élevés pour l'alcool puis pour l'électricité. En ce qui concerne toute la dimension de la bureaucratie, bien, en fait, moi, là-dessus, je dirais que c'est un problème d'importation du marché dans l'organisation étatique. L'entreprise veut des gestionnaires, veut des personnes qui vont gérer les différentes avenues. Puis ce qu'on a fait, c'est qu'on implante une conception managériale qui ressemble à la façon de gérer les entreprises, puis on essaie de le faire à l'État. Et c'est là que l'État perd son essence et a perdu son essence social-démocrate et est en train de devenir une entreprise. Là, il y a peut-être ça. C'est pas que l'État est une entreprise en soi à la base, mais le fait d'importer des manières de faire, qu'on parle en santé de la méthode Lean, c'est-à-dire ça ressemble au toyotisme, là, c'est du travail à la chaîne, puis on diminue, par exemple, il y a une étude de mon collègue qui montrait en santé, on a diminué le ratio de personnes sur le terrain comparativement aux gestionnaires. C'est qu'on a augmenté les gestionnaires en gardant les mêmes personnes. Fait que, oui, il y a une dimension de bureaucratisation, mais cette bureaucratisation-là, je pense qu'elle n'est pas inhérente à la forme étatique, mais au modèle prédominant qu'on a d'une efficience qui proviendrait de l'entreprise privée qu'on essaie d'implanter au public. Merci. Gabriel, 2 minutes. Hydro et la SAC, oui, est orienté vers le profit des gens qui travaillent là-bas, le profit des gens qui sont syndiqués. Ces gens-là ont des intérêts monétaires, puis des fois, ça arrive qu'ils vont obtenir des meilleures conditions monétaires en étant dans cette entreprise-là qu'en travaillant ailleurs. Fait que je veux dire, c'est pas une entreprise plus généreuse nécessairement que les autres. Les hauts fonctionnaires dans cette entreprise-là aussi veulent se verser des salaires. Je veux dire, c'est pas vrai que c'est un organisme de charité. Il y a l'exemple en comparaison... OK, mais je dois te couper parce que l'activité doit se terminer bientôt. Il y a des cours. J'aimerais ça t'entendre sur la question que j'ai posée. Excuse-moi d'être interrompre, c'est vraiment par contrainte de temps. OK, c'est bon. Mais par rapport, il y a beaucoup de choses que j'entends que j'appelle des erreurs d'attribution. C'est qu'on va attribuer au marché des choses qui sont attribuables à d'autres choses. J'ai entendu comme exemple la traite des esclaves ou l'impérialisme. La traite des esclaves, ça c'est quelque chose de violent. Depuis tout à l'heure, ce que je défends, c'est de limiter la violence. Ça n'a rien à voir avec la vision de libre marché dont je parle. Ça en est même l'opposé. Donc, je ne sais pas pourquoi ça serait à moi qu'on attribuerait cette question-là. Surtout que l'esclavage, ça a été supporté par l'État à cette époque-là. C'est comme si on donne l'exemple des polices privées au 19e siècle. Oui, mais on compare donc ce que les États au 19e siècle ont fait comme guerre, comme meurtre de masse. Je veux dire, il faut regarder les choses en perspective. On parle d'illusion de choix, mais je veux dire,
la social-démocratie, c'est quoi si c'est pas une illusion de choix? Je veux dire, prenez ça en comparaison. C'est toujours ça, en fait, le problème. C'est qu'à chaque fois que des gens parlent contre le libre marché, ils attribuent au libre marché des affaires qui sont attribuables à d'autres choses. Ça, c'est constant. Là. C'est la réponse que je peux donner. Surtout, en plus, le colonialisme qui, dans le fond, au 19e siècle, était supporté surtout par la gauche. Parce qu'eux autres, ils se disaient qu'ils allaient civiliser les populations dans les autres pays. Et les principaux auteurs qui étaient contre la colonisation du 19e siècle, c'était les économistes libéraux. Parce qu'ils considéraient que c'était pas une saine gestion. OK. On vous laisserait peut-être juste 30 secondes de quelques mots de conclusion. J'ai vraiment adoré la discussion. Puis j'avoue qu'elle n'est pas partie où je pensais. Je vous ai présenté beaucoup de choses au début, puis on n'a pas nécessairement parlé de ça, mais je pense qu'on a réfléchi à qu'est-ce qui est le rapport au marché, le rapport à l'État, qu'est-ce qui sont les relations de pouvoir, les relations de force. Puis je pense que ça, en termes de réflexion sociale, philosophique, c'est extrêmement important pour comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres, pourquoi le faire. Peut-être qu'on est même allé un peu plus loin que ce que je m'attendais, puis je suis super content de ça. Merci. Gabriel? Oui, je pense aussi que mon adversaire a contribué aussi. Je pense que j'ai apprécié aussi les questions. Je pense que ça a permis d'enrichir le questionnement. Puis, c'est ça. J'espère que ça vous a aidé aussi à vous former une meilleure opinion en ayant les deux parties en vue. Merci beaucoup. C'était très enrichissant. Merci beaucoup.